L'année 2025 pourrait être votre meilleure année pour commencer à vous enrichir grâce à l'immobilier. L'investissement multifamilial à Montréal n'est pas seulement une tendance, c'est l'une des décisions les plus intelligentes que vous puissiez prendre. Dans ce guide, je vous montrerai exactement pourquoi les propriétés multifamiliales sont la clé d'un revenu passif et d'une liberté financière à long terme. Je m'appelle LJ Agnaga et je travaille pour LJ Immobilier en tant que propriétaire de plus de 75 logements collectifs et gestionnaire de plus de 200 portes par intermédiaire de ma société de gestion immobilière Plex Docteur. J'apporte une expérience de première main et des idées à la table. Aujourd'hui, nous allons plonger dans tout ce que vous devez savoir sur les investissements de propriétés multifamiliales en 2025. Qu'il s'agisse de comprendre les tendances du marché, de trouver les meilleures offres ou de surmonter les défis courants. Cette vidéo vous fournira tous les outils dont vous avez besoin pour réussir dans le marché immobilier dynamique de Montréal. Êtes-vous prêts? Commençons par expliquer pourquoi il est judicieux d'investir dans les immeubles multifamiliaux en 2025. Ces immeubles offrent une opportunité exceptionnelle des revenus locatifs réguliers et d'appréciation de la propriété. Cette année, la hausse de la demande des logements et de l'inflation rendra ces investissements encore plus attrayants qu'auparavant. Le marché locatif de Montréal, caractérisé par des faibles taux d'occupation et une forte demande, est un environnement de choix pour les investissements multifamiliaux. Qu'il s'agisse de tirer parti du piratage de maisons, c'est-à-dire de vivre dans un logement tout en louant les autres, ou de se concentrer entièrement sur la génération de revenus passifs, ces propriétés peuvent offrir des rendements impressionnants. Par exemple, les investisseurs dans les quartiers comme le Plateau Mont-Royal ont vu leur capital augmenter de manière significative en raison de la demande et du développement constant dans le secteur. L'investissement multifamilial n'est pas seulement une tendance, c'est une voie stratégique vers la constitution d'une patrimoine à long terme. Quel est le meilleur endroit pour trouver des offres de logements collectifs à Montréal? Eh bien, nous pouvons commencer par les quartiers à forte demande. En général, nous aimons reprocher aux jeunes leurs préférences en matière de logement, de nourriture, de travail, etc. Cependant, lorsqu'il s'agit d'immobilier, j'aime investir là où la jeune génération s'installe. À Montréal, il s'agit du sud-ouest, de Verdun, d'Hochelaga et d'ailleurs. Les jeunes adultes ont tendance à rechercher des endroits qui sont un peu plus abordables et qui rendent le quartier cool. Ils commencent à ouvrir des cafés, des restaurants et des autres commerces de proximité pour améliorer le quartier. Ensuite, l'impact sur les infrastructures. C'est la prochaine grande voie à suivre. Regardez où les autorités municipales ou provinciales investissent de l'argent et des ressources. Ces zones attirent généralement une nouvelle population de résidents et peuvent même offrir des subventions à l'investissement. Ensuite, les transports publics. En règle générale, je privilège les quartiers situés à moins de 30 minutes du centre-ville. Les hivers sont rigoureux à Montréal. Cela signifie que les gens veulent limiter le temps passé à l'extérieur lorsqu'il fait moins 20 degrés. Je privilégie généralement les propriétés situées à moins de 10 minutes de marche d'une station de métro. Cependant, 15 minutes est le maximum absolu que je considère personnellement pour mes investissements. Conseil de pro, associez-vous à un courtier immobilier expérimenté qui pourra vous aider à identifier les joyaux cachés ou les meilleures opportunités d'investissement sur le marché actuel. Comment financer des investissements multifamiliaux? Le financement de ces projets peut sembler délicat à première vue. Les gens se demandent s'ils doivent opter pour un prêt commercial ou un prêt hypothécaire résidentiel traditionnel. Il existe des différences essentielles entre ces deux options de financement. Commençons par examiner dans quelles circonstances vous pouvez recourir à l'une ou l'autre de ces options. Le financement résidentiel utilise votre revenu annuel et détermine si vous pouvez ou non assurer le service de la dette. La banque utilisera des éléments de comparaison du marché pour déterminer l'évaluation et paiera sur cette base. Certaines institutions vous permettront d'utiliser le financement résidentiel pour un immeuble de 8 logements au maximum. Il s'agit de 8 unités. C'est une excellente option pour les personnes à haut revenu. Ou, lorsque vous débutez, vous aurez généralement accès à un montant de prêt plus élevé en utilisant le prêt hypothécaire résidentiel. Mais il y a un piège. La plupart des institutions limitent le nombre de prêts hypothécaires résidentiels que vous pouvez détenir. En général, il s'agit d'un maximum de 5. Maintenant, le financement commercial. Il est axé sur le bien immobilier et non sur l'emprunteur. C'est une grande différence. C'est la banque qui détermine si le bien peut assurer le service de la dette qu'elle va contracter et non l'emprunteur. La banque utilisera la valeur économique du bâtiment pour déterminer le montant du prêt. Cette valeur est calculée en divisant le revenu net par le taux de capitalisation du quartier. L'avantage du financement commercial est que vous n'êtes pas limité dans le nombre de prêts commerciaux que vous pouvez contracter.
Cela signifie que vous pouvez avoir plus de bâtiments et continuer à vous développer. Cela signifie également que votre revenu ne joue pas de rôle dans la qualification, ce qui est fantastique lorsque vous continuez à vous développer. Conseil pour se qualifier. Tenez un bilan personnel à jour. Il comprend une analyse de toutes les dépenses et tous les salaires générant des revenus. Établissez un profil de crédit solide. Ayez un plan d'investissement clair et travaillez avec un courtier hypothécaire expérimenté dans le financement multifamilial. Un bon courtier hypothécaire qui est au courant de tous les programmes les plus récents est une ressource inestimable. Il y a beaucoup de changements au cours des 2 derniers mois et il est vraiment important de travailler avec quelqu'un qui les comprend et qui peut vous obtenir le meilleur programme et le meilleur financement. Comment analyser un immeuble collectif? Lorsque l'on réfléchit à la manière d'analyser un bien immobilier collectif, il convient de prendre en compte quelques paramètres ou formules clés. Tout d'abord, les liquidités. Pour le calculer, il faut comparer les revenus locatifs aux dépenses telles que les taux hypothécaires, les assurances et l'entretien. N'oubliez pas d'inclure une réserve pour les dépenses d'investissement telles que le toit, le revêtement extérieur, les balcons, etc. Viennent ensuite les taux de capitalisation. Cette formule permet d'évaluer l'investissement par rapport au marché. Vous allez utiliser le revenu net d'exploitation et le diviser par le prix d'achat. Comprenez quel est le taux de capitalisation des investissements dans une zone donnée. Cela vous aidera à évaluer votre investissement par rapport au quartier. Troisièmement, nous avons les taux d'occupation. Étudiez les données du marché local pour comprendre dans quelle mesure il est probable que vos logements restent occupés. Profitez des logements actuellement vacants pour négocier une meilleure offre ou pour effectuer des travaux de rénovation et d'optimisation avant de les mettre en location. Prenons l'exemple de ces 2 logements. Ils comptent tous deux 6 logements, mais l'un d'entre eux dispose d'un escalier intérieur, d'un espace de rangement au sous-sol et d'un stationnement extérieur. Bien que toutes les caractéristiques puissent sembler positives, elles représentent des dépenses supplémentaires que vous devez payer, comme le compteur électrique pour l'éclairage et le chauffage. Vous devez également payer le déneigement en hiver. En réalité, la plupart des locataires ne paieront pas une prime suffisante pour couvrir ces coûts. Nous allons maintenant aborder les défis les plus courants dans le domaine de l'investissement multifamilial. Le premier est la gestion des locataires. La gestion de plusieurs locataires peut prendre beaucoup de temps. Pour éviter les problèmes, il est essentiel de procéder à une sélection appropriée et de définir des attentes claires. Si vous voulez vraiment que cet investissement soit passif, vous pouvez faire appel à ma société de gestion immobilière PlexDoctor, qui s'occupe de la gestion pour vous. Nous gérons chaque unité comme s'il s'agissait de l'une de nos propres propriétés. Les immeubles collectifs ont des coûts d'entretien plus élevés. Il faut donc prévoir un budget pour les réparations régulières et les dépenses imprévues. Ensuite, la concurrence du marché. La demande des propriétés multifamiliales ne cesse d'augmenter. Soyez donc prêts à agir rapidement et stratégiquement lorsque vous enchérissez sur des biens immobiliers. En étudiant correctement votre marché, vous serez prêt à saisir la bonne opportunité dès qu'elle se présentera. L'une de mes préférences, les avantages fiscaux et les incitations pour les propriétés multifamiliales. Tout d'abord, il y a les déductions. De toute évidence, les propriétaires peuvent déduire de leurs revenus imposables des dépenses telles que les intérêts hypothécaires, les frais de gestion immobilière et les coûts d'entretien. Veillez à tenir un registre détaillé de toutes les dépenses afin de pouvoir les fournir à votre comptable au moment de la déclaration d'impôt. Ce point est essentiel. N'oubliez pas de le faire. Examinons maintenant quelques-unes des mesures de subvention au Québec. Renseignez-vous sur les crédits d'impôt provinciaux et les subventions disponibles pour les investisseurs dans les immeubles multifamiliaux, en particulier pour les améliorations éco-énergétiques ou les logements abordables. Conseil, consultez un fiscaliste pour maximiser vos avantages et vous assurer de la conformité. Septièmement, les stratégies de gestion des immeubles multifamiliaux. La première option est évidente, l'autogestion par rapport aux administrateurs de biens. Décidez si vous voulez vous occuper vous-même des problèmes des locataires ou si vous voulez engager un gestionnaire de biens pour gagner du temps et réduire le stress. Je vous recommande de gérer vous-même votre premier bien immobilier pendant la première année. Cela vous permettra de vous familiariser avec la possession et la gestion d'un bien immobilier. Une fois que vous aurez compris comment cela fonctionne, n'hésitez pas à externaliser le travail afin de vous concentrer sur la croissance de votre portefeuille.
Maintien des locataires. Il est essentiel de satisfaire les locataires en réglant rapidement les problèmes, en maintenant les biens propres et sans danger et en favorisant une bonne communication pour assurer la réussite d'un bien immobilier. Garder les locataires dans votre propriété est un moyen facile de réduire vos dépenses. Vous n'aurez pas à payer des commissions des locations ni d'autres frais de ce type. En général, la perte de locataire s'accompagne de frais d'entretien et éventuellement des commissions de location, comme je l'ai mentionné plus haut. Minimiser le taux de rotation. Les locataires à long terme sont synonymes de coûts réduits et de revenus réguliers. Ils ont également tendance à s'occuper du bien comme s'il s'agissait du leur. Établissez des relations positives et proposez des loyers compétitifs pour encourager les locataires à rester. Voici un exemple concret de réussite. Un de mes clients a pu acheter 2 duplex au cours des 3 dernières années. Il les a achetés tous les deux pour 430 000 $. Il a fini par investir environ 80 000 $ dans chacun d'eux pour y apporter des améliorations. Son coût total pour les deux s'élève à environ 510 000 $. Une fois rénovés et loués, il s'est adressé à la banque pour les refinancer. La banque les a évalués à 600 000 $ et a été heureuse de lui raccorder un nouveau prêt à 480 000 $. Cela correspond à un ratio prêt-valeur de 80 %. Cela signifie qu'il est désormais propriétaire des 2 biens et qu'il ne lui reste plus que 30 000 $ d'investis dans chacun d'entre eux. Son revenu mensuel est de 3 300 $ par bâtiment et ses coûts de 2 930 $. Cela signifie qu'il dispose d'un revenu annuel de 4 440 $ par bâtiment, soit un total de 8 880 $. Cela représente un rendement de 14,8 % sur les liquidités. Si l'on ajoute la valorisation et le capital remboursé, le retour sur investissement est tout à fait étonnant. En outre, il pourrait vendre les 2 biens et en retirer plus de 200 000 $ de bénéfices après déduction des commissions et des frais. L'immobilier n'est pas une activité séduisante et ne vous rendra pas riche du jour au lendemain. Mais même avec un duplex, vous pouvez commencer à accumuler rapidement des solides capitaux propres sur notre marché. Investir dans des propriétés multifamiliales à Montréal est l'une des façons les plus intelligentes de se construire un patrimoine en 2025 en adoptant la bonne stratégie, le bon financement et la bonne approche de gestion de la propriété. Vous pouvez obtenir des liquidités constantes et une appréciation à long terme si vous êtes prêt à vous lancer dans l'investissement dans des propriétés multifamiliales. Contactez-moi et mon équipe chez LG Immobilier. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez vos réflexions ou vos questions dans les commentaires ci-dessous. Faisons 2025 votre année la plus rentable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.